deux énormes bêtes semblables à des rhinocéros, connues sous le nom de grands cornus, apparaissent dans une région montagneuse reculée et paisible, semant la terreur chez deux silhouettes proches, visiblement choquées et paniquées. L'une d'elles se demande pourquoi des créatures aussi dangereuses se trouvent dans cette zone. Avant qu'elles puissent décider quoi faire, l'un des monstres les charge, fou de rage, les forçant à fuir pour sauver leur vie. Non loin du chaos, un carrosse approche, transportant un groupe d'aventuriers. Soudain, l'un d'eux active une compétence appelée guidage, qui révèle la présence d'un troupeau entier de grands cornus cachés à proximité. Grâce à cette compétence, le jeune homme qui l'utilise prévient rapidement ses compagnons, un homme et une femme âgés, du danger imminent et leur suggère d'emprunter un itinéraire plus long et alternatif pour assurer leur sécurité. La femme lui exprime sa sincère gratitude, affirmant que l'engager comme guide était la bonne décision, surtout avec la récente recrudescence des observations de monstres. Le jeune homme explique que la guidance lui permet de protéger les voyageurs et de les guider en toute sécurité sur les sentiers périlleux. Malgré cela, le vieil homme, qui semble être un marchand, réagit avec colère. Il gronde sa femme pour avoir remercié le guide, mettant en doute la crédibilité du jeune homme. Qualifiant les conseils d'un non-sens, il accuse le jeune homme d'avoir inventé l'histoire de monstres pour justifier le retard. Le jeune homme, cependant, reste imperturbable. Il se dit en silence qu'un tel scepticisme est fréquent, comme son talent prévient le danger avant qu'il ne survienne, les gens ne voient jamais les menaces qu'il les aide à éviter. Soudain, un autre aventurier commence à le harceler, l'attrapant par le col et se moquant de lui en le traitant de « détenteur de compétences inutiles ». Le récit s'oriente ensuite vers l'explication de la structure du monde. Dans cette société, les pierres magiques, extraites de donjons dangereux, alimentent les villes et servent de matériaux essentiels à la fabrication d'armes et d'armures. Cependant, les donjons étant peuplés de monstres mortels, seuls les aventuriers dotés de compétences de combat sont respectés. Ceux qui possèdent des compétences non liées au combat, comme guidance, sont ridiculisés et considérés comme des poids morts. Arrivée saine et sauve en ville, la femme offre son salaire au jeune homme avec un sourire reconnaissant. Mais son mari, furieux, lui arrache les pièces des mains et les disperse au sol. Il accuse le jeune guide du retard, insistant sur le fait qu'une société commerciale rivale est déjà arrivée sur le marché avant eux, leur faisant perdre de précieuses affaires. Furieux, il traite le jeune homme de lâche et d'escroc. Non loin de là, un groupe d'aventuriers assiste à la confrontation. L'un d'eux ricane en disant que le marchand aurait mieux fait de les payer plutôt que de gaspiller son argent dans une escroquerie. Cependant, leur chef, un certain Marcus, n'est pas d'accord. Il est convaincu que le marchand passera une excellente journée. Marcus révèle que, par curiosité, il a utilisé sa compétence « vue d'oiseau » pour repérer la route que le jeune guide avait évitée. Là, il a aperçu toute la horde de grands cornus, confirmant que l'avertissement du garçon était vrai et que les marchands rivaux n'avaient probablement pas encore atteint la ville. Impressionné par l'habileté du jeune homme, Marcus s'approche de lui et l'appelle par son nom, Root. Il se présente ensuite comme le chef du groupe Steel Moon et lui tend la main, l'invitant à les aider à nettoyer un donjon grâce à sa capacité unique. Root reste figé, stupéfait par cette demande inattendue. Il ne comprenait pas comment une compétence que tout le monde jugeait inutile pouvait avoir une quelconque utilité. Assis en face de lui à une table, Marcus lui exposa calmement la mission. Root commença à expliquer ce qu'il savait. Plusieurs aventuriers étaient entrés dans un donjon récemment découvert, le labyrinthe de la rosée d'émeraude, mais aucun n'en était revenu. Il ajouta que le seul message qui en avait émergé affirmait avoir découvert une puissante pierre magique appelée les larmes de la rosée d'émeraude. Root avait une théorie, il était bien plus facile d'entrer dans ce donjon que d'en sortir, un soupçon que Marcus confirma. Marcus pointa alors directement Root du doigt, affirmant que c'était précisément le genre de situation où guidance serait efficace. Grâce à elle, Root pourrait ramener le groupe sain et sauf. Root comprit qu'il avait raison, son talent pouvait bel et bien les aider à survivre. Marcus promit alors une généreuse récompense, 30 pièces d'or s'il réussissait. Root fut stupéfait. Cette somme équivalait à la moitié de son revenu annuel. Aussitôt, il pensa à sa jeune sœur et à la façon dont cet argent pourrait changer sa vie. Ce souvenir a déclenché un flashback douloureux. Des années auparavant, une femme cruelle avait frappé sa sœur, la traitant de « poubelle inutile » et menaçant de la vendre si elle ne commençait pas à gagner de l'argent. Root était intervenu, la suppliant d'arrêter. La femme leur avait froidement rappelé qu'elle les avait, gracieusement recueillis, après qu'ils soient devenus orphelins. Root avait plaidé pour un délai supplémentaire pour rembourser leurs dettes. Mais la femme avait été claire, si le loyer n'était pas payé avant la fin du mois,
elle vendrait sa sœur comme esclave. Ruth accepta avec appréhension, mais serra ensuite sa sœur fort dans ses bras, lui promettant qu'il ne laisserait jamais cela arriver. Dans la narration, Ruth explique que sa sœur, Rona, possède également ce que le monde appelle une « compétence inutile ». Leurs parents étaient morts lorsque des monstres s'étaient échappés d'un donjon, les laissant tous deux survivre seuls. L'histoire revient ensuite au présent, à l'intérieur du donjon. L'équipe de Steel Moon combattait des monstres avec une coordination et une puissance incroyables. Ruth, à la traîne, fut interpellée par l'un des membres de l'équipe, lui ordonnant d'accélérer et de rester en formation. Marcus demanda alors sarcastiquement si c'était la première fois que Ruth entrait dans un donjon. Ruth hocha la tête et s'excusa. Il se tourna vers une jeune sorcière qui se trouvait à proximité et lui demanda si elle aussi faisait partie de l'équipe de Lune d'Acier. Elle répondit qu'elle était une nouvelle recrue, récemment recrutée en ville, et que former les nouveaux arrivants était une responsabilité que les aventuriers prenaient au sérieux. La sorcière avoua craindre de ralentir l'équipe, car c'était sa première fois. Ruth sourit et la rassura, lui disant que c'était aussi sa première fois. Ils rirent tous les deux, réconfortés par leur honnêteté mutuelle. Ailleurs dans le donjon, le même aventurier se plaignait encore, qualifiant la capacité de Ruth de « compétence de lâche », une compétence destinée à éviter le danger plutôt qu'à l'affronter. Marcus l'entendit et mit rapidement fin à cette dispute. Il rappela à son coéquipier que c'était lui qui avait invité Ruth et insista sur le fait que le voyage de retour était la partie la plus dangereuse de toute expédition, surtout lorsque les aventuriers étaient à bout de souffle et de magie. Il ordonna alors à l'homme de cesser de dire des choses qui risquaient de semer le doute au sein du groupe. L'aventurier s'excusa aussitôt. Marcus se tourna vers Ruth et s'excusa au nom du groupe, l'assurant qu'il comptait sur lui. Soulagé, Ruth sentit la confiance grandir en lui. Il se dit que si tous les aventuriers étaient comme Marcus, il pourrait se concentrer sur ses tâches dans le donjon sans souci. La jeune sorcière partagea ce sentiment, se disant heureuse que quelqu'un comme Marcus soit leur chef. Ruth acquiesça sans réserve. Finalement, le groupe atteignit une vaste salle au cœur du donjon. Là, posée sur un piédestal de pierre, se trouvait leur objectif, la légendaire pierre magique connue sous le nom de l'arme de la rosée d'émeraude, scintillant d'une lumière verte éclatante. L'un des membres de l'équipe s'émerveille de l'immense mana qui émane de la pierre magique brillante, tandis qu'un autre rêve à voix haute de la fortune qu'ils gagneront en la vendant. Mais au moment où l'un d'eux tente de la récupérer, la compétence guidance de Ruth s'active soudainement, débordant d'impatience. Alarmé, Ruth leur crie d'arrêter. Il prévient l'équipe que s'ils prennent la pierre magique, ils ne reviendront jamais. Marcus reste calme et demande ce que la compétence de Ruth a révélé. Ruth admet que la vision n'est pas tout à fait claire, mais elle montre le chemin derrière eux s'effondrer, coupant leur seule issue. Pendant un bref instant, le silence s'installe. Marcus échange alors un regard significatif avec une sorcière brune de son équipe, et sans prévenir, elle lance drain de monade sur Ruth et la sorcière novice. Leur corps sursaute tandis que leur énergie est violemment siphonnée, et ils crient de douleur et de choc. La sorcière annonce froidement que le mana volé reconstituera les réserves épuisées de l'équipe et que la véritable mission commence maintenant. Elle utilise ensuite toute l'énergie volée pour lancer un sort de boost rapide sur Marcus et un autre combattant, amplifiant leur force et leur vitesse. Alors que Ruth berce la jeune sorcière inconsciente, il les regarde avec incrédulité et exige de savoir ce qu'ils font. Marcus révèle enfin ses véritables intentions. Il explique avoir déjà reçu des rapports confirmant que le donjon était infesté de pièges drainant le mana et l'endurance. Pour y remédier, il élabora un plan. Il avait besoin de 2 types de personnes spécifiques, un canari, pour détecter les pièges cachés, et un réservoir de mana, à drainer et à utiliser comme carburant. Ruth était le canari. La sorcière novice était le réservoir de mana. Marcus croyait qu'avec ces deux-là, l'équipe pourrait surmonter les dangers du donjon et sécuriser le trésor. Ruth, outrée, accuse Marcus de tromperie et de trahison. Mais Marcus se contente de présenter des excuses froides, affirmant qu'il ne peut se permettre de perdre son temps. Derrière lui, un autre membre de l'équipe ramasse la pierre magique. Alors qu'il s'apprête à s'échapper, Marcus fait ses adieux à Ruth, lui promettant que s'il survit, ils se reverront peut-être. Un autre coéquipier ajoute avec sarcasme que toute chance de survie est désormais perdue, tandis que la sorcière aux cheveux noirs félicite Marcus pour sa performance convaincante. Tandis qu'il fuit, le donjon se met à trembler. Comme l'avait prédit Ruth, le plafond s'effondre et d'énormes pierres bloquent l'unique issue. Pris au piège et trahi, Ruth entend le faible rire de la sorcière novice, une confirmation sinistre qu'on les a abandonnés à la mort.
Le désespoir s'empare de Ruth tandis que le poids de la situation s'accroît. Pris au piège, épuisé et abandonné, il ne pense qu'à sa sœur, Rona. Désespéré, il implore son talent de lui montrer une issue, de le guider vers la survie. Pour la première fois, Guidance répond avec une clarté absolue, détruisez le trône et absorbez la pierre magique d'obsidienne. Au centre de la pièce, Ruth l'aperçoit, un trône mystérieux, isolé. En s'approchant, il découvre une étrange pierre de magie noire incrustée. À cet instant, la sorcière novice reprend conscience. Fixant la pierre avec incrédulité, elle halète, expliquant que les pierres magiques sont généralement liées aux 5 grands éléments et qu'une pierre noire ne devrait même pas exister. Soudain, toute la salle commence à trembler violemment. Sous les décombres, un immense dragon vert surgit, poussant un rugissement terrifiant. La sorcière hurle de terreur, elle-même sait combien une telle créature est rare et mortelle. Le dragon se précipite vers eux. Le cœur de Ruth bat la chamade. Pour Rona, il doit survivre. Une fois de plus, il fait appel à Guidance, mais le message reste le même, détruire le trône. Absorber la pierre magique. En pensant à sa sœur et à la promesse qu'il lui a faite, la détermination de Ruth se renforce. Sa survie et la sienne dépendent de cet instant. Comprenant qu'il doit suivre les instructions de sa compétence pour revenir vivant auprès d'elle, malgré sa confusion quant à la façon d'absorber la pierre, la sorcière lui crie de fuir la bête enragée. Elle lui dit que sa compétence leur montrera la sortie. Ruth, cependant, se concentre sur les instructions de sa propre compétence. Il réalise que cela leur a donné une mince chance de survie, mais une chance qu'il ne peut se permettre de gâcher. En une fraction de seconde, il porte la pierre noire à sa bouche et l'avale. La sorcière lui demande avec anxiété ce qu'il fait. Le dragon vert attaque avec sa queue, mais Ruth bloque le coup avec son corps et s'effondre de douleur. Un message système apparaît devant lui, absorption de la pierre magique d'obsidienne terminée, suivi d'un autre message concernant l'évolution de la compétence et la levée des restrictions sur la compétence guidance. Ruth s'interroge sur la signification de la levée des restrictions, tandis que des informations sur les nouvelles capacités avancées de sa compétence affluent dans sa conscience. Il réalise, stupéfait, que c'est là le véritable pouvoir de la compétence guidance, une fois libéré de ses limitations. En regardant le dragon devant lui et son compagnon terrifié, son regard s'illumine d'une détermination nouvelle. Il décide de faire entièrement confiance à sa compétence évoluée et sélectionne une nouvelle compétence apparue, guidance par procédure de subjugation. La compétence lui dit qu'elle le guidera pas à pas pour vaincre le dragon vert. Fort d'une force et d'un espoir renouvelé, Ruth déclare qu'il reviendra vivant. Alors que le dragon se prépare à une nouvelle attaque, la compétence lui donne sa première instruction de combat, esquiver l'attaque ennemie par la gauche. Déconcerté, Ruth se demande pourquoi la compétence le dirige vers un tas de décombres à gauche alors que le chemin de droite semble plus sûr et plus facile. Alors que le dragon s'apprête à lancer une attaque de feu dévastatrice, Ruth décide d'ignorer sa propre logique et de faire entièrement confiance à la compétence évoluée. Il saisit sa compagne qu'il appelle Lilian et l'entraîne avec lui vers les décombres. À cet instant, le dragon déclenche son attaque, détruisant complètement la zone que Ruth croyait sûre. Ruth réalise avec stupeur que cette compétence les a sauvés d'une mort certaine. Mais il remarque aussitôt des épines acérées qui dépassent du sol et découvre que la pièce entière est un piège mortel. Alors que Lilian l'appelle, paniquée, Ruth se concentre sur sa compétence, attendant la prochaine étape. De nouvelles instructions de guidance du cercle magique apparaissent, lui ordonnant d'ouvrir le cercle magique de Lilian et d'activer la compétence « Déclenchement magique de l'archimage ». Ruth est perplexe face aux termes « archimage » et « déclenchement magique », mais il ressent une étrange confiance en sa capacité à exécuter l'ordre. Il pose la main sur Lilian et active la compétence. Elle ressent immédiatement une immense vague de puissance magique la submerger, une expérience inédite. Lilian, émerveillé par ce nouveau pouvoir, demande quelle est la prochaine étape. La réponse lui vient de la compétence guidance de champ magique, qui explique qu'elle la guidera dans la récitation d'un sort pour libérer tout son potentiel magique contre le dragon. Ruth lui ordonne de répéter ces paroles avec précision. Ruth commence à lui enseigner un chant puissant, mot, pour accumuler un immense pouvoir. Il élève la voix, invoquant les esprits des flammes pour qu'ils se rassemblent et forment le souffle de l'enfer, tandis que ses paroles s'harmonisent avec le rythme de la vie. Lilian ne tarde pas à répéter après lui, sa voix se mêlant à la sienne comme si elle ne formait qu'un seul écho. Ensemble, ils donnent un ordre ferme, mettre le dragon à feu et à sang, le brûler entièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste de cet endroit que des cendres.
Il lance un sort de souffle de flamme, une vague de feu gigantesque qui frappe directement le dragon. Une énorme explosion s'ensuit, surprenant Lilian. Alors que le dragon chancelle sous l'impact, Lilian, épuisé et terrifié, supplie Root de s'échapper. Mais Root insiste, ils peuvent le vaincre ici et maintenant. Il lui donne un ordre étrange, attaquer le plafond avec sa magie. Lilian refuse catégoriquement, hurlant qu'elle ne veut pas mourir. À cet instant, l'image de sa sœur Rona traverse l'esprit de Root. Renforçant sa détermination, il saisit Lilian et lui assure qu'elle ne mourra pas. Il promet qu'ils survivront si elle obéit à ses ordres. Il l'exhorte à lui faire confiance et à agir sans hésitation. Convaincu par sa détermination, Lilian lance un sort de boule de feu au plafond, et tous deux attendent le résultat du plan mystérieux de Root. La boule de feu frappe le plafond, déclenchant un gigantesque éboulement. Les décombres s'écrasent sur le dragon vert. Lorsque la poussière retombe, le dragon apparaît enseveli sous les débris. Lilian murmure, incrédule, qu'ils l'ont vaincu. Mais leur espoir s'évanouit rapidement lorsque la compétence de Root se réactive, annonçant la poursuite des procédures de subjugation. À leur grande horreur, le dragon surgit de sous les décombres, blessé, mais plus furieux qu'auparavant. Lilian, vidé de tout son pouvoir magique, demande désespérément à Root ce qu'il devrait faire. Mais, par un retournement de situation inattendu, elle découvre que Root a disparu. En regardant autour d'elle, elle constate qu'il s'est enfui et l'espace d'un instant, elle croit qu'il l'a encore abandonné. Root lance soudain une pierre sur le dragon pour attirer son attention. Il crie alors de manière provocatrice, déclarant que c'est lui qui a avalé la pierre magique noire qu'il gardait. Root défie le dragon, le mettant au défi de le poursuivre s'il veut récupérer la pierre. Une course-poursuite dangereuse s'engage. Root conduit la bête enragée jusqu'à l'endroit désigné. Lilian hurle de peur tandis que le dragon vert charge à sa poursuite. Root esquive ses attaques avec précision, guidé en permanence par son habileté. Finalement, le dragon tombe dans l'un des pièges du donjon empalé sur des épines acérées et est finalement vaincu. Après avoir attiré le dragon dans le piège, Root est au bord de l'épuisement. La dernière instruction de la compétence apparaît, attirer le dragon dans le piège à épines et le faire tomber. Root réussit son plan. Alors que Lilian court vers lui, inquiète pour sa sécurité, elle manque de trébucher et de tomber. Mais Root réagit plus vite que l'instant lui-même, tendant la main et la soutenant avant qu'elle ne touche le sol. Un message apparaît confirmant la fin de la subjugation du dragon vert. Une fois le boss du donjon vaincu, Root utilise sa compétence pour localiser la sortie. Sa compétence lui indique que le chemin s'est ouvert et lui demande de récupérer la pierre magique sur le cadavre du dragon. Un passage apparaît devant eux, traversé par la lumière du soleil. Root émerge, soutenant Lilian épuisé, et les deux ressentent un profond sentiment de soulagement, ils ont survécu et ils rentrent enfin chez eux. Plus tard, Root se réveille et se retrouve avec Lilian dans un carrosse, entouré de chevaliers lourdement armés. Une chevalier rousse l'appelle par son nom. Lilian explique qu'ils ont perdu connaissance à la sortie du donjon et que ce sont ces chevaliers qui les ont secourus. La chevalière se présente comme Kyrie, du groupe de l'épée du Lion d'Or, et explique qu'elle et son équipe sont venus explorer le donjon, car aucun aventurier n'y est revenu. Kyrie salue Root et Lilian d'un sourire, affirmant qu'elle a déduit qu'elles ont déjà terminé le donjon. Root remarque la pierre magique qu'il a récupérée sur le cadavre du dragon, et Kyrie explique que Lilian leur a tout raconté, exprimant ses regrets pour l'épreuve qu'ils ont traversée. Kyrie ajoute que la présence d'un dragon vert de rang A dans un donjon de classe E explique pourquoi aucun aventurier n'est revenu. Elle et son équipe expriment leur profonde admiration pour leur capacité à accomplir un exploit aussi incroyable et les invitent officiellement à rejoindre leur groupe. Lilian murmure à Root qu'elle a gardé son talent secret pour qu'il ne soit plus exploité. Root décline poliment l'offre, prétextant qu'il n'est pas très doué. Kyrie lui dit de ne pas s'inquiéter et lui suggère d'y réfléchir après s'être reposé. Elle propose de l'accompagner jusqu'à sa ville, sur la route de la capitale. Alors que Root tient la pierre magique qu'il a récupérée du dragon, il pense joyeusement à la façon dont ce trésor lui permettra de payer facilement ses dettes et son loyer, et enfin de permettre à sa sœur, Rona, qui comme lui possède la compétence Shadow usée que les gens considèrent comme inutile, de vivre une vie normale. Kyrie interrompt ses pensées pour lui dire que les donjons instables, où apparaissent des monstres dépassant leur classification, sont de plus en plus courants. Ces paroles inquiètent Root, qui se souvient de l'apparition récente d'un donjon de bas niveau près de sa ville. Des aventuriers y étaient entrés, mais sans succès. Soudain, l'un des chevaliers de Kyrie crie, pointant du doigt l'horizon où une épaisse fumée s'élève d'une ville voisine.
Ruth réalise avec horreur que la fumée vient de sa ville. Pendant ce temps, dans la ville de Ruth, Marcus et son équipe se présentent devant Rona, la sœur de Ruth, et lui mentent, affirmant que son frère est mort dans le donjon. Marcus s'excuse avec une performance bien rodée, affirmant que l'ennemi était bien plus fort qu'il ne le pensait et qu'ils n'ont pas pu récupérer ses affaires. Il ajoute qu'une unité spéciale sera bientôt envoyée pour fermer le donjon et que le corps de son frère pourrait alors être retrouvé. Marcus aborde alors sa véritable motivation. Il lui rappelle les indemnités de décès versées aux familles des aventuriers morts dans les donjons. Prétextant qu'elle n'est pas en état de gérer les formalités, il propose de s'en occuper et lui demande de signer une procuration. Sa compagne sorcière remarque silencieusement que Marcus est un acteur talentueux, tandis que l'autre guerrier projette de voler l'argent de la compensation et de fuir la ville. Il interroge nonchalamment Rona au sujet de son père, un aventurier, et lui demande si elle vit de sa pension. Rona confirme que son père était un duelliste qui a combattu dans divers endroits, et que son frère a toujours cherché à l'imiter. Marcus la presse à nouveau de signer les documents, affirmant que c'est ce que son frère aurait souhaité. Mal à l'aise face à ces paroles mielleuses, Rona décide d'utiliser son pouvoir spécial pour découvrir la vérité. Elle active sa compétence utilisateur de l'ombre. Dans la ville de Ruth, la panique et le chaos éclatent alors que des monstres lancent un assaut à grande échelle, forçant les habitants terrifiés à fuir pour sauver leur vie. Pendant ce temps, Marcus entend des cris dehors et devine que les monstres ont été agités par les pierres magiques qu'ils ont volées dans le donjon. Lorsqu'un de ses camarades suggère de s'échapper, Marcus insiste pour qu'ils sortent et combattent les monstres afin de couvrir leur plan. Il presse Rona de signer les papiers au plus vite. Cependant, Rona, qui a découvert ses mensonges grâce à sa compétence utilisateur de l'ombre, lui demande froidement s'il se dirige réellement vers un endroit sûr, loin des monstres. Marcus est stupéfait qu'elle ait découvert sa supercherie. Rona l'affronte courageusement, l'accusant d'avoir menti sur la protection de la ville et d'avoir tué son frère. Comprenant qu'il n'y a plus d'échappatoire maintenant que son plan a été dévoilé, Marcus ordonne à ses hommes de détruire la pièce pour faire croire que les monstres sont à l'origine des dégâts. Ils décident qu'ils ne peuvent pas la laisser vivre après qu'elle a appris la vérité. À ce moment-là, Ruth, Kyrie et Lilian arrivent dans la ville dévastée. Dès que Ruth aperçoit les monstres, il hurle le nom de sa sœur avec horreur et court vers sa maison. Là, il trouve Rona gisant au sol dans une mare de sang, grièvement blessée. Il se précipite à ses côtés et la serre fort dans ses bras, éprouvant un immense soulagement de la voir respirer encore. Il lui promet de la guérir. Rona sourit faiblement, lui disant qu'elle le croyait mort. Ruth la supplie de se taire et d'économiser ses forces, mais elle continue, affirmant que Marcus et son équipe ont eu ce qu'ils méritaient. Sa voix s'affaiblit tandis qu'elle perd connaissance. Ruth lui demande désespérément ce qu'elle veut dire, mais sa vision se trouble. Elle a froid et l'appelle comme s'il était loin. Malgré ses cris désespérés, elle perd connaissance. Ces derniers mots sont une supplication pour qu'il ne meure pas. Ruth hurle d'angoisse, se demandant à quoi sert sa puissante compétence s'il ne peut même pas sauver sa sœur. Sa compétence s'active, l'informant que tout traitement médical est impossible dans les circonstances actuelles, mais lui offrant une voie de survie privilégiée. Elle lui explique qu'il peut prolonger temporairement sa vie en fusionnant son corps et son âme avec les siens. La compétence lui demande s'il souhaite suivre le guide de la voie de survie. Ruth acquiesce immédiatement, pleurant et déclarant qu'il fera tout pour la sauver. La compétence explique que la pierre magique verte obtenue du dragon contrôle la régénération et la symbiose, rendant la fusion possible. La pierre s'active et une lumière éclatante enveloppe Rona, tandis que le processus de fusion de leurs âmes et de leur corps commence. Lors de la fusion, Ruth pénètre dans la conscience de sa sœur et découvre ses souvenirs. Le moment où Rona a utilisé sa compétence utilisateur de l'ombre pour invoquer les monstres des ombres qui ont attaqué Marcus et son équipe se matérialise devant lui. Sous ses yeux, deux monstres s'approchent et il les voit la frapper brutalement. L'un d'eux l'attaque et sa rage explose lorsqu'il réalise que Marcus l'a non seulement trahi et utilisé comme appât, mais qu'il a aussi osé s'en prendre à sa sœur innocente. Une fois la fusion terminée, la compétence utilisateur de l'ombre s'active en Ruth lui-même. Rongé par la fureur, il jure qu'il ne pardonnera jamais à Marcus ce qu'il a fait. La scène se déplace sur la place de la ville, où Kyrie abat les monstres les uns après les autres tout en ordonnant à ses chevaliers de sécuriser différentes zones de la ville. Soudain, elle aperçoit Ruth debout au milieu de la destruction, apparemment indemne. Elle l'exhorte à évacuer la zone et à se diriger vers une zone sûre, lui assurant qu'ils sont sur le point d'achever la subjugation des monstres. Mais Ruth, regardant un écran que lui seul peut voir, répond qu'il part maintenant en voyage pour sauver sa sœur.
Lilian le supplie de l'emmener avec lui, lui promettant son aide. Il la remercie de son soutien. Avant de partir, Root décide de se venger du Steel Moon Party, et sa compétence s'active pour lui offrir des conseils pour la soumission du Steel Moon Party. 3 mois plus tard, dans la ville aventurière de Belfast, Marcus est assis dans une taverne avec son équipe désormais plus nombreuse, célébrant leur récent succès et se moquant de la faiblesse des aventuriers locaux. Root et Lilian sont assis à une table voisine. En observant l'équipe de Marcus, Lilian remarque qu'ils sont plus nombreux, mais que leur comportement reflète toujours la même bêtise. À proximité, d'autres aventuriers discutent d'un nouveau défi, éliminer la légendaire Shadow Web Spider, un monstre qui piège ses proies avec des fils invisibles et a transformé une vallée entière en zone interdite. L'un des disciples de Marcus entend la scène et se moque du danger, se vantant que leur chef pourrait vaincre l'araignée d'un seul coup. Puis, il bouscule brutalement un passant. Un homme imposant se lève d'une autre table et frappe le compagnon de Marcus pour l'avoir bousculé. Il se tourne vers Marcus et lui demande s'il est le chef. La tension monte dans la taverne, car les gens reconnaissent l'homme comme le chef du célèbre groupe des Crocs du Loup Blanc. Il réprimande Marcus pour le comportement de ces hommes, l'avertissant de les punir avant d'envisager d'affronter un monstre légendaire. Quelqu'un murmure que s'il ne ravale pas sa fierté, cela pourrait lui coûter la vie. Marcus se lève, l'air satisfait et froid, et annonce qu'il est temps d'être invoqué. Puis, il attaque soudainement le chef du Loup Blanc et le vaincra facilement. L'équipe du vaincu supplie Marcus de le laisser tranquille. Marcus jette leur chef sur eux et sort victorieux tandis que ses hommes scandent son nom. Lilian se rend compte que Marcus a tiré un immense pouvoir de la pierre magique et craint que Root ne soit pas capable de le vaincre dans un combat direct. Mais Root, déterminé, se tourne vers Lilian, s'excuse et lui dit qu'il a besoin de son aide. À cet instant, sa compétence s'active, déclenchant la fête de la guidance pour la subjugation de la lune d'acier. La scène se déplace vers Marcus et son équipe voyageant dans leur calèche, discutant du fait d'avoir terminé tous les donjons rentables et décidant qu'il est temps de quitter la ville. Quelqu'un demande si leur prochaine destination est la légendaire Shadow Web Spider, mais Marcus rejette l'idée et décide de nettoyer un donjon aléatoire avant de continuer. Il se vante que, grâce à son nouveau pouvoir, il peut désormais fusionner des nuées de petits ennemis en une seule grande cible. Tandis qu'ils rient et discutent de leur pension, Root et Lilian les observent en silence. Sans que personne ne s'en aperçoive, Root et Lilian sont celles qui conduisent la calèche transportant Marcus et son équipe, les observant dans un silence total. Alors que le groupe de Marcus traverse un étroit col de montagne, l'un des membres se demande si c'est vraiment le chemin vers le donjon. Soudain, le chaos éclate tandis que des cris de panique résonnent dans la voiture. Après que des fils invisibles attrapent l'un de leurs camarades et le soulèvent dans les airs tandis qu'il hurle de terreur, une araignée géante apparaît. L'équipe réalise avec horreur qu'elle est entrée dans le nid de l'araignée toile d'ombre. Dans la panique, quelqu'un leur crie de faire demi-tour. Puis, ils aperçoivent Root et Lilian non loin de là. Root et Lilian s'éloignent aussitôt de la calèche. Marcus exprime un grand soulagement et remercie Dieu qu'il soit en vie. Root s'avance et s'excuse, prétextant leur immaturité passée. Mais Marcus répond avec arrogance, vantant le pouvoir qu'il a acquis grâce à la pierre magique, la croissance de son équipe et attribuant tout son succès à Root. Puis, avec un sourire fin, il propose de couper lui-même la tête de Root. Root répond froidement, exprimant son soulagement que Marcus soit toujours la même racaille, ce qui signifie qu'il peut l'écraser sans pitié. L'un des hommes de Marcus exhorte leur chef à éliminer Root au plus vite afin qu'il puisse partir. Il se moque de Root, le traitant de « détenteur de compétences inutiles » et menace de l'attacher s'il tente de s'enfuir comme la dernière fois. Root remarque que l'homme qui brandit sa hache ne prête pas attention à ce qui l'entoure. Dès qu'il ricane, « Que as-tu dit » Des fils d'araignée l'enveloppent soudain et le soulèvent. Il hurle pour qu'on le laisse retomber. Alors que les hommes de Marcus tombent dans les pièges de l'araignée et commencent à crier à l'aide, Marcus se tourne avec colère vers Root et exige de savoir ce qu'il a fait. Root répond avec un sourire calme et confiant qu'il n'a rien fait, mais les avertit de la prudence, car cette zone est le terrain de chasse de l'araignée de l'ombre. Il explique que l'endroit est recouvert de pièges à fils invisibles. Puis, il rappelle à Marcus que c'est lui et son équipe qui ont tenté de le piéger et de le tuer. L'image de sa sœur blessée traverse l'esprit de Root. Sa fureur s'enflamme et il déclare qu'ils paieront leurs péchés de leur vie. L'homme pris au piège continue de crier désespérément à l'aide. L'une des sorcières de Marcus s'avance et promet de le sauver, mais dès qu'elle bouge, elle hurle de douleur, réalisant qu'elle a déclenché un piège qui scelle la magie. Avant qu'elle puisse réagir,
des araignées fondent sur elle et la capturent tandis qu'elle hurle. Le reste de l'équipe de Marcus assiste, horrifié, à l'arrachage d'un de leurs camarades, ne laissant derrière lui qu'un bras sectionné. Un membre paniqué crie que ce n'est pas une blague, qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, et dit aux autres de fuir pour sauver leur vie. Alors que Marcus regarde ces hommes se disperser, terrifié, il se retourne vers Ruth, qui lui demande si c'est leur punition. Avec un sourire narquois, Marcus lève les mains en signe de reddition, devinant que Ruth devait avoir d'autres punitions planifiées soigneusement orchestrées. Il commence alors à provoquer Ruth, mentionnant délibérément le nom de Rona et la décrivant comme une gentille petite sœur qui tenait tant à son frère. Il ajoute cruellement qu'elle ne serait pas morte si elle avait été aussi facile à tromper que son frère. En entendant ces mots, Ruth dégaine son épée. Marcus sourit, satisfait, affirmant que c'était exactement ce qu'il voulait après tout, les rancunes se règlent en face à face. Il se moque de Ruth parce qu'il tient une épée qu'il ne peut même pas utiliser correctement, se moquant de l'idée que des astuces amateurs bon marché fonctionneront sur quelqu'un comme lui. Puis il jure de l'écraser. Ruth charge Marcus en riant de manière maniaque, tandis que Marcus le provoque, en criant que même avec son pouvoir actuel, il ne pourra pas venger sa sœur, et en le traitant de détenteur de compétences inutiles et sans valeur, alors qu'il lance une attaque violente. Lors de l'attaque, Ruth se déplace calmement. Marcus parvient de justesse à bloquer son coup, visiblement choqué par la force de son attaque. Marcus crie que c'est impossible, Ruth n'était qu'un amateur dans le donjon, mais maintenant ses mouvements ressemblent à ceux d'un duelliste de première classe. Ruth répond avec un regard ferme et jure qu'il fera ressentir à Marcus un véritable désespoir. Furieux, Marcus lui crie de ne pas se montrer arrogant et se vante qu'après avoir été renforcé par la pierre magique, personne ne peut le vaincre. Il déchaîne toute sa puissance dans une attaque massive et lumineuse. Lilian hurle le nom de Ruth avec horreur tandis qu'il encaisse l'attaque de plein fouet, la laissant complètement sous le choc. Soudain, Marcus disparaît devant elle. La scène change pour révéler le chef du groupe des Crocs du Loup Blanc tenant Lilian en otage, menaçant Ruth. Le chef déclare qu'il n'est pas du genre à se laisser piéger et exige que Ruth désactive les pièges et les guide vers leur retour, sinon il les tuera tous les deux. Il ordonne à Ruth de choisir rapidement. Intérieurement, le chef admet que même s'il les tue, il restera coincé dans le piège et deviendra la proie des araignées. Son véritable plan est de forcer Ruth à les guider jusqu'à la sortie de la vallée, puis de l'éliminer, lui et Lilian, par la suite. Il crie à Ruth de se dépêcher et de choisir, affirmant avec arrogance qu'il ne peut pas être vaincu et menaçant de trancher la gorge de Lilian. À ce moment-là, sous le commandement de Ruth, un chevalier fait d'ombre apparaît, attaque le chef et lui tranche la main qui manie l'épée, libérant Lilian. Le chef reste figé, incrédule, se demandant d'où vient cet allié, pour finalement se rendre compte qu'il s'agit d'un chevalier de l'ombre. Pendant ce temps, la pierre magique commence à faiblir. Après sa chute, Marcus perd son pouvoir et son énergie s'épuise. Ruth s'avance vers le leader désormais impuissant, lui rappelant froidement qu'il avait promis de lui faire ressentir le désespoir et la souffrance que Rona a endurée. Il abat l'homme d'un coup d'épée, le projetant à terre. Tandis que le chef gît immobile, Ruth ramasse la pierre magique. Le chef voit l'araignée géante approcher et se met à crier et à implorer sa pitié, admettant son erreur. Alors que la bête s'approche, Ruth rassure calmement Lilian, tout ira bien. Dans ces derniers instants, le leader consumé crie des malédictions, avertissant que son frère le vengera et fera tout regretter à Ruth, criant à l'aide alors que la bête le dévore. Lilian, horrifié par ce spectacle macabre, se rend compte qu'il s'agit de l'araignée Shadowweb. Ruth se lève après avoir tué Marcus et parle à l'esprit de sa sœur, Rona, lui disant qu'il l'a vengée de ceux qui lui ont fait du mal et jurant qu'il la sauvera. Lilian l'appelle d'urgence, l'avertissant qu'ils sont complètement encerclés par des araignées. Ruth se tourne pour faire face à la nouvelle menace, et sa compétence s'active, lui offrant des conseils pour la subjugation de l'araignée de l'ombre. Il déclare que sa vengeance est complète et que sa prochaine mission est de mettre fin à la légende de cette araignée monstrueuse. Lilian l'avertit à nouveau, les araignées à toile d'ombre se rapprochent de toutes les directions. Ruth lui dit de ne pas s'inquiéter car il est là, et il commence à combattre les plus petites araignées. Mais Lilian remarque rapidement que ces attaques ne sont pas efficaces. Ruth reconnaît qu'ils sont des adversaires coriaces et décide qu'il est temps d'en profiter. Il sort la pierre magique que Marcus possédait. Lilian la reconnaît immédiatement. Ruth lui dit simplement, Marcus n'en a plus besoin. Alors qu'il tient la pierre magique, il ressent une formidable vague de puissance déferler en lui, tandis que son habileté le guide pour activer les larmes de la rosée d'émeraude afin d'améliorer son pouvoir magique.
les araignées lancent leurs attaques depuis leur toile, renforcées par la pierre magique. Root libère une force puissante imprégnée d'énergie d'ombre, enveloppant son épée et tranchant les attaques de l'araignée de violents coups d'épée. Lilian hurle son nom en le regardant se battre. Root réalise que pour exploiter pleinement son pouvoir, il doit d'abord se renforcer. Sa compétence s'active, lui offrant un guide pour l'acquisition de la compétence en duel, une capacité qui lui insuffle directement la séquence d'expérience, de mouvements et de schémas de pensée la plus efficace, nécessaire à la maîtrise du duel. Lilian panique, réalisant qu'il se trouve dans le repère de l'araignée toile d'ombre et que l'endroit doit être truffé de pièges. Mais la compétence guidage de Root s'active à nouveau, traçant un chemin à travers la zone dangereuse. Tandis qu'ils suivent le chemin, le chevalier de l'ombre bloque une attaque surprise visant Root. Il exprime son agacement face aux innombrables fils invisibles disséminés un peu partout, tandis que Lilian crie un avertissement concernant l'apparition d'une autre araignée. Root ordonne aussitôt au chevalier de l'ombre d'avancer. Pendant ce temps, Lilian se retrouve attrapé par une araignée. Elle lui hurle de ne pas s'approcher et lance un sort de boule de feu. Le sort atterrit directement sur le monstre, mais ne laisse aucune trace. Lilian appelle désespérément Root, lui criant que son attaque est inutile. Avant que l'araignée ne puisse bondir sur elle, le chevalier de l'ombre apparaît et la tue d'un seul coup, lui sauvant la vie. Lilian se crispe à l'arrivée soudaine du chevalier de l'ombre, puis regarde son sauveur et le remercie avec un soulagement visible. Root l'appelle, disant à Lilian que la vraie bataille commence maintenant. À ce moment-là, la mère araignée géante descend du ciel, son petit accroché à son dos. Root dit à Lilian qu'il aura désormais besoin de son aide, et elle accepte sans hésiter. La compétence de Root s'active à nouveau, offrant un guidage du cercle magique, une capacité qui dirige le flux de magie dans le corps de Lilian le long du chemin optimal, lui permettant d'amplifier son pouvoir magique au-delà de ses limites. Root lui dit que son pouvoir magique a été libéré et lui ordonne d'attaquer la mère araignée avec tout ce qu'elle a. Lilian accepte et lance un sort de boule de feu massif, qui frappe la mère araignée dans une énorme explosion. Elle s'exclame avec enthousiasme qu'ils y sont parvenus, louant le talent de Root. Mais lorsque la fumée se dissipe, la mère araignée apparaît, complètement indemne. Root lui dit calmement que cela suffisait, expliquant que le but de l'attaque n'était pas de blesser l'araignée, mais de brûler toutes les toiles d'araignées éparpillées dans la zone, ainsi que les ailes de l'araignée. Maintenant que tous les obstacles ont été éliminés, Root déclare qu'il peut enfin se concentrer sur la véritable attaque. Lilian regarde la scène avec étonnement, murmurant que ce qui se passe est incroyable. Root s'adresse à la mère araignée, expliquant qu'il n'a aucune rancune personnelle envers elle, mais pour atteindre son objectif, il doit l'éliminer. Il charge avec une détermination farouche, déclenchant un puissant coup d'épée imprégné d'énergie d'ombre. Le coup transperce le corps de la bête géante, la tuant d'un seul coup rapide. Lilian reste figé, incrédule, étonné que Root ait réussi à vaincre un monstre de rang 1 en un seul coup. Elle suggère de signaler l'exploit à la guilde, en leur disant qu'il recevrait une récompense colossale. Mais elle remarque alors que Root tombe à genoux, épuisé. Root sourit faiblement et lui dit que cela n'arrivera pas, car il a un autre objectif et ne reviendra pas en ville. Il ajoute qu'il a également obtenu un précieux trésor, Root extrait du cadavre de l'araignée la pierre d'ombre violette, une pierre magique rare capable de dissimuler la présence de n'importe quel être. Lilian le reconnaît immédiatement et réalise que l'araignée l'utilisait pour créer ses fils invisibles. Root dit à Lilian qu'il gardera la pierre en souvenir et que leur prochaine destination est de rencontrer la personne qui peut sauver Rona. Lilian est surprise et Root révèle l'identité de cette personne, Verdana, la sorcière de l'arbre du monde. Le choc envahit le visage de Lilian en entendant ce nom, et elle révèle que Verdana est sa mère. Le silence s'installe pendant quelques instants. Lilian, effrayé, confie à Root que sa mère est une personne terrifiante et qu'il est absolument impossible qu'elle prête son pouvoir à quelqu'un d'autre. Elle le supplie d'arrêter et de trouver une autre solution. Root refuse, expliquant qu'il a utilisé sa capacité de guidage pour explorer tous les chemins possibles, et tous mènent finalement à Verdana. Malgré sa gratitude d'avoir eu la vie sauve, Lilian déclare qu'elle se séparera de lui ici s'il insiste pour aller voir sa mère. Dans un moment de désespoir, Root lui attrape la main et la supplie de ne pas le quitter, admettant qu'il ne peut pas sauver sa sœur sans elle. Lilian est ému par sa supplication et se demande silencieusement pourquoi elle est si faible face à ce genre de demande. Root la remercie et explique que sa présence est la seule clé pour communiquer avec Verdana. Puis, il lui demande gentiment, puisqu'elle est sa fille, pourquoi elle craint tant sa mère, mais ajoute qu'elle n'a pas à s'expliquer si elle ne le souhaite pas. Lilian décide de s'expliquer.
Elle commence par dire que Verdana a donné naissance à 3 filles du fruit de l'arbre du monde, destinées à devenir ses successeurs. La fille aînée, Elvara, a maîtrisé le contrôle de la magie immédiatement après sa naissance et a gagné le surnom de Storm Witch pour sa capacité à contrôler le temps et les tempêtes. La deuxième fille, Floria, maîtrisait une forme rare d'alchimie et devint connue sous le nom de sorcière forgeuse d'âme pour son talent à créer d'innombrables golems. Lilian continue son histoire en disant qu'elle entendait toujours les noms de ses sœurs, Storm Witch et Soulforging Witch, prononcés dans des murmures d'admiration. Elle explique que, comparée à eux, sa puissance magique était faible. Elle ne pouvait utiliser que la magie du feu. Ses souvenirs remontent à 2 ans en arrière. Sa sœur aînée Elvara criait, l'appelant « Lily », et se plaignant que le vin était fini. Lilian se précipita vers elle avec un gros oreiller, promettant de venir tout de suite, mais elle heurta quelque chose et tomba. Elle leva les yeux et vit sa deuxième sœur, Floria, debout à côté d'un de ses golems. Floria l'avertit gentiment que courir sans regarder devant elle était dangereux. Lilian a remercié sa sœur de s'inquiéter pour elle. Elvara cria de nouveau, se demandant combien de temps Lilian comptait la faire attendre. Lilian s'excusa et promit de venir immédiatement. Floria s'est approchée d'elle et lui a dit qu'elle ne devrait pas faire de tâches qui ressemblaient à celles d'une servante. Pendant ce temps, l'un des golems versait du vin à Elvara. Elvara prit le verre et, avec un sourire sarcastique, remarqua que le golem était plus utile que Lily, puis ajouta cruellement que peut-être l'échec devrait bientôt disparaître. Lilian était clairement secoué par le commentaire, mais Floria la réconforta, lui disant de ne pas se soucier de ce qu'Elvara disait et lui assurant qu'elle n'était pas un échec. Lilian fut ému par les douces paroles de sa sœur. Floria lui expliqua alors qu'elle avait un rôle très important à jouer, tester la résistance des golems. Avant que Lilian ne puisse comprendre ce qui se passait, Floria lui attrapa la main et la traîna dehors, disant que l'espace était trop exigu à l'intérieur. Floria jeta ensuite Lilian au sol devant un énorme golem. Lilian, souffrante, lui demanda pourquoi elle avait fait ça. Floria répondit froidement que leur mère était la seule à rester avec eux dans l'arbre-monde, et qu'il était dans la nature d'une sorcière de tester ses nouvelles créations. Elle avertit Lilian de faire attention, elle n'avait pas appris à ce golem à contrôler sa force. Le golem attaqua. Lilian riposta en lançant un sort de boule de feu, mais celui-ci ne produisit qu'une bouffée de fumée sur le corps massif du golem. De loin, ses 2 sœurs l'observaient. Floria a commenté que la fin serait bonne, tandis qu'Elvara a dit que c'était seulement parce que Lily était trop faible. Elvara, enthousiaste, demanda à se battre à son tour. Floria refusa, expliquant qu'elle n'avait pas conçu le golem pour résister à la puissance de feu de sa sœur. Lilian continuait à lancer de faibles boules de feu, et Elvara se moquait de son faible pouvoir magique. Finalement, le golem rattrapa Lilian, épuisé. Elle ne put que crier à l'aide à ses 2 sœurs. Le passé continuait de se dérouler. Elvara, incapable de se contenir, déclara qu'elle se joignait à eux et lança un puissant sort appelé Invocation de l'Empereur du Tonnerre. Un coup de foudre massif a anéanti le golem, le réduisant en poussière. Floria hurla à sa sœur de ne pas détruire ses jouets. Elvara répondit d'un air suffisant que Floria ne devrait pas fabriquer de golem aussi fragile. Soudain, une voix sévère les fit taire. Leur mère, Verdana, apparut. Elle leur dit que, même s'il était permis de jouer, ils devaient être plus silencieux et éviter de salir le jardin. Les 2 sœurs se sont immédiatement excusées et Floria a promis de nettoyer. Verdana regarda les restes du golem et les qualifia de déchets. Puis elle se tourna vers Lilian et la qualifia de poubelle, ordonnant qu'on s'en débarrasse, affirmant qu'elle n'avait plus besoin de Lilian. Après cela, les 2 sœurs se tenaient au-dessus de Lilian, qui gisait impuissante sur le sol. Floria lui dit froidement que leur mère n'avait plus besoin d'elle, puis la jeta de côté. Lilian était submergée par la frustration et une profonde tristesse. Floria s'approcha d'elle et lui proposa de la rendre utile pour la recherche une dernière fois. Elle a révélé qu'elle voulait essayer d'utiliser un humain comme matériau pour créer un golem. Lilian regarda le golem effrayant avec horreur. Quand elle a rappelé à sa sœur que leur mère leur interdisait de faire du mal aux humains, Floria a répondu que puisque leur mère la traitait d'ordure, elle ne la considérait clairement pas comme humaine. Elvara trouva l'idée amusante et accepta avec enthousiasme, disant que peut-être Lilian pourrait enfin être utile si elle devenait un golem. Les 2 sœurs s'approchèrent lentement d'elle, lui disant qu'elle allait renaître. Lilian s'est complètement effondrée, pleurant et suppliant de l'aide, criant qu'elle ne voulait pas mourir. Les 2 sœurs s'arrêtèrent et la regardèrent tandis qu'elle tremblait de peur. Soudain,
Elvara soupira, déclarant qu'elle n'y prêtait plus attention. Elle expliqua qu'elle avait accepté l'idée uniquement pour le bien de Floria. Puis elle ordonna à Lilian de partir et de disparaître. Les deux sœurs se retournèrent et s'éloignèrent. Floria, déçue, a commenté qu'elle pensait vraiment que Lilian aurait pu devenir le golem le plus fort. La scène passée se termine avec Lilian toujours agenouillée devant ses sœurs, implorant qu'on lui laisse la vie sauve. L'histoire revient ensuite au présent, où Ruth et Lilian sont assises près d'une calèche. Ruth commente que sa situation familiale était à la fois brutale et compliquée. Après un moment de silence, il lui demande si elle va vraiment l'aider. Lilian déclare qu'elle a pris sa décision et puisque Ruth lui a sauvé la vie, elle l'aidera. Ruth voit la détermination dans ses yeux et comprend qu'il doit se montrer à la hauteur. Il lui dit qu'il lui expliquera tout sur son objectif et ses capacités. Lilian accepte avec enthousiasme, admettant que la curiosité l'a tué de connaître la vérité. Ruth commence à expliquer. Il précise que son objectif est de sauver Rona et que ses capacités sont guidance et tissage d'ombre. Il révèle qu'il a fusionné Rona, mourante, avec son corps grâce au pouvoir de la pierre magique du dragon vert. Grâce à cette fusion, il a pu absorber son pouvoir. Lilian demande si le chevalier de l'ombre fait partie de la capacité de Rona. Ruth précise que la capacité provient bien d'elle, mais pas entièrement. Il explique que la compétence originale Tissombre permettait uniquement à Rona de manipuler son ombre, une compétence considérée comme non combattante et souvent jugée inutile. Cependant, Ruth ajoute que c'est sa capacité de guidage qui lui a appris à libérer le véritable potentiel de Shadow Weaver. Il poursuit en expliquant que les ombres peuvent prendre n'importe quelle forme. En imaginant leur père, qui était duelliste, il a pu créer le chevalier de l'ombre. Il remarque que la nature douce de Rona l'empêchait peut-être de visualiser de telles choses. Ruth continue en expliquant qu'en utilisant sa compétence guidance pour diriger les actions du Shadow Knight, il peut fonctionner et attaquer de manière indépendante. Lilian exprime son étonnement, le décrivant comme un style de combat que seule Ruth pouvait maîtriser. Mais Ruth admet qu'il y a un inconvénient, il n'a pas pu hériter de toute la puissance de la capacité Shadow Weaver. Lorsque Lilian pose des questions sur la véritable nature de la compétence guidage, qu'elle pensait limitée à la simple recherche de chemins sûrs, leur conversation est soudainement interrompue par l'apparition d'un grand monstre cornu. Ruth voit cela comme un timing parfait et décide de démontrer ses capacités à Lilian de manière pratique, d'autant plus que la route vers Verdana sera pleine de dangers. Sa compétence active, guidage de procédure de subjugation cible, grand cornu. La compétence lui ordonne d'utiliser Shadow Weaver pour échapper à l'attaque de l'adversaire. Ruth explique à Lilian que ce monstre est spécialisé dans la charge avec sa corne et que sa peau est si résistante qu'elle ne peut pas être rayée par des attaques normales, mais sa charge est linéaire et prévisible. Ruth esquive la charge du monstre, et sa compétence lui ordonne immédiatement d'activer Shadow Weaver et d'attaquer les pieds du monstre au milieu de la charge. Ruth explique que le monstre ne peut pas changer de direction pendant qu'il charge, et en ciblant ses pattes avant, il peut rompre son équilibre et le faire basculer facilement. Il explique ensuite l'étape finale. Contrairement à sa peau dure, le ventre du monstre est doux et vulnérable. Son habileté lui ordonne de frapper le point faible exposé, et Ruth perce le ventre de la bête avec son épée, la tuant. Après la bataille, Ruth dit à Lilian qu'il va maintenant expliquer correctement la compétence guidage. Lilian accepte avec enthousiasme, impatiente d'entendre l'explication complète. Ruth commence par dire que tout a changé lorsqu'il a avalé la pierre à plumes du vortex magique dans le passé, ce qui a fait évoluer sa capacité. Il lui montre ensuite la fenêtre d'activation de la compétence, qu'il cache généralement aux autres, expliquant qu'il s'agit de l'écran d'accueil de la capacité guidage. Ruth poursuit son explication en précisant que c'est à quoi ressemble la capacité guidance après son évolution, car la quantité d'informations qu'elle fournit a considérablement augmenté. Il donne des exemples, le Magic Champ Guidance, qui peut le conduire à des sorts puissants comme lors de leur combat contre le dragon, et le Magic Circle Guidance, qui peut libérer le pouvoir magique latent d'une personne en manipulant le flux de magie dans son corps. Lilian réalise que c'est pour cela qu'elle a pu lancer une magie aussi puissante et attribue cela à Ruth. Mais Ruth la corrige doucement, expliquant que cette compétence ne fait que libérer le potentiel existant, elle ne crée pas de puissance à partir de rien. Il lui assure que l'immense pouvoir dont elle a fait preuve était le sien et qu'elle possède la magie d'un archimage, hérité de sa mère, la sorcière de l'arbre du monde. Ruth la regarde fermement et lui dit: tu n'es pas une ordure. La magie de ta mère vit en toi. Lilian est profondément émue par ces paroles. Des larmes lui montent aux yeux, et elle sourit malgré elle.
Elle demande ensuite si la capacité guidance était également celle qui lui a dit que Verdana pouvait guérir Rona, et Ruth le confirme. Lilian est étonné par la flexibilité de cette compétence. Cependant, Ruth explique que cette capacité n'est pas aussi polyvalente qu'il y paraît. Il la décrit plus précisément comme une capacité d'analyse de type révélation divine. Lilian est intrigué par la description. Ruth continue, il analyse l'environnement et divers facteurs cachés qu'il ne perçoit peut-être pas lui-même, puis le guide vers la solution la plus optimale, comme une révélation d'en haut. Il admet qu'il n'y a aucune garantie que Verdana puisse sauver Rona, mais cette compétence confirme que si quelqu'un au monde peut le faire, c'est elle. Il réitère que pour atteindre Verdana, la présence de Lilian en tant que sa fille est essentielle. Avec une profonde gratitude, Lilian lui dit que même si elle a toujours été traitée d'ordure, si elle peut lui être utile, elle l'aidera avec plaisir, car il lui a sauvé la vie. Ruth la remercie sincèrement et lui dit qu'il lui est redevable. Alors qu'il voyage en calèche, Lilian s'exclame avec enthousiasme qu'elle peut voir l'arbre du monde. Ruth explique que même s'il est visible maintenant, il faudra encore une demi-journée pour l'atteindre. Ils commandent tous deux la taille massive de l'arbre. Lilian note qu'il a plus de 2000 ans et qu'il continue de croître. Soudain, Ruth remarque de la fumée s'élevant au loin. Lilian réagit avec horreur, réalisant qu'il est censé y avoir un village dans cette direction. La scène se déroule dans ce même village, désormais attaqué par un énorme golem aux formes étranges. Un homme et une femme du coin tentent de le défendre. Le golem attaque l'homme, mais il parvient à l'esquiver. Il frappe avec son épée, mais cela n'a aucun effet. La femme lance un puissant sort de boule de feu. L'homme se demande si cela a fonctionné, mais le golem émerge de la fumée, complètement indemne. Puis, une voix féminine familière se fait entendre, commentant que la durabilité de cette magie a déjà été testée. Le golem parle à nouveau, avec la voix de Floria, confirmant que les attaques des villageois sont vaines. La femme exige de connaître son but. Le golem répond qu'il n'a pas l'intention de menacer la vie humaine dans son ensemble, il a seulement besoin de quelques utilisateurs de magie pour servir de matériaux à la création de golems. À ce moment-là, Ruth intervient, tirant une flèche magique qui frappe le golem. Le golem se plaint de la douleur gênante causée par une interférence extérieure. La compétence guidage de Ruth s'active et identifie la cible, révélant qu'il s'agit simplement d'une poupée d'argile et non du véritable ennemi. Floria, observant à travers le golem, remarque Ruth et le traite d'insecte inutile pour avoir osé intervenir. Le golem charge vers lui à une vitesse incroyable. Lilian crie pour avertir Ruth, mais il lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Ruth esquive facilement l'attaque et coupe le golem d'un seul coup. Floria, parlant à travers le golem, commente qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il le brise si facilement. Tandis qu'elle parle, le golem régénère son bras en appendice tentaculaire. Elle s'adresse ensuite directement à Ruth, lui faisant remarquer qu'il a l'air d'être un bon candidat. Ruth répond froidement, disant que jouer avec des poupées n'est pas l'un de ses passe-temps. Floria soupire de déception, disant qu'elle pensait qu'ils auraient pu devenir de bons amis. Soudain, le golem lance une attaque surprise par derrière. Lilian hurle à nouveau pour avertir Ruth. Le golem s'arrête au son de sa voix et se tourne vers elle. Floria apparaît de l'intérieur du golem et dit « Excusez-moi », comme si elle venait de remarquer Lilian. Feignant le bonheur, elle s'approche d'elle et se demande à haute voix si Lily est revenue vers elle. Elle se rapproche, s'excusant pour ce qui s'est passé dans le passé et affirmant qu'elle est pleine de regrets depuis lors. Émue, Lilian murmure « Sœur Flo ». Mais le visage de Floria se tord soudain en un sourire sinistre. Elle dit qu'elle peut désormais transformer Lilian en un golem encore plus magnifique, puis rit et dit qu'elle plaisante. Floria continue de la manipuler, passant un bras autour des épaules de Lilian et lui parlant d'une voix douce. Elle dit qu'elle se sent mal depuis le jour où Lilian est parti. Alors que Lilian commence à la croire, Floria révèle la véritable raison de ses regrets, elle craint que l'existence d'une personne inutile comme Lilian ne ternisse la réputation de ses sœurs. Puis, avec un regard froid, elle dit que son véritable regret est de ne pas avoir tué Lilian correctement à l'époque. Ruth s'avance et dit fermement à Floria que lui et Lilian n'ont pas le temps de jouer à ces jeux. Floria, arborant un faux sourire, répond avec une fausse surprise et dit qu'elle pensait qu'il aurait beaucoup de temps, surtout qu'il traîne avec des ordures comme Lilian. Lilian baisse la tête, la culpabilité l'envahit, et s'excuse. Mais Ruth lui dit immédiatement de ne pas le faire. Il se tourne vers Floria et déclare que si elle ne peut pas voir la valeur de Lilian, alors elle n'est rien d'autre qu'une idiote. L'insulte met Floria en colère. Ruth frappe à nouveau le golem, le coupant,
puis dit à Lilian que le golem lui-même n'est pas le véritable ennemi. Floria se moque, lui rappelant que les golems peuvent toujours être réanimés. Mais elle est surprise lorsque le golem s'effondre et ne se régénère pas. Root explique qu'il a utilisé le guidage du cercle magique pour tracer et couper le flux de magie à l'intérieur du golem, désactivant ainsi sa régénération. Il rappelle à Floria que c'est elle qui semble oublieuse et répète qu'ils n'ont pas le temps pour ces jeux. Floria hurle de fureur et lui ordonne de se taire. Dans un accès de rage, elle invoque un nouveau golem massif et terrifiant venu des profondeurs de la terre et jure que ce chef-d'œuvre les mettra en pièces. Le golem géant charge sur eux. Lilian demande rapidement à Root s'il peut l'arrêter comme celui d'avant. Root admet que sa force seule n'est pas suffisante pour arrêter le mouvement de quelque chose d'aussi massif. Il demande de l'aide à Lilian, l'exhortant à lancer un sort massif pour le faire exploser. Alors que Lilian commence à préparer son attaque, Root lui crie soudainement d'arrêter. Il a remarqué quelque chose, quelqu'un est piégé à l'intérieur du noyau du golem. Root commente le sens de l'humour malsain de Floria. La voix de Floria résonne, s'opposant à ce qu'on la traite de « malade ». Elle affirme être miséricordieuse, affirmant qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être en vie et d'être utilisée comme golem pour elle. Lilian frissonne en se rappelant l'intention passée de sa sœur d'utiliser des humains vivants comme matériaux pour les golems. Root change soudainement de plan. Il dit à Lilian qu'il sauvera la personne piégée dans le noyau du golem, et qu'une fois ce dernier libéré, elle devra immédiatement lui infliger le coup fatal. Lilian hésite, disant qu'elle ne peut pas le faire seule. Mais Root l'encourage, lui rappelant qu'elle a déjà libéré son pouvoir 2 fois auparavant, et maintenant, elle peut le faire sans lui. Root charge le golem grâce à sa capacité d'ombre. Le chevalier de l'ombre surgit et réussit à lui arracher la main. Floria regarde avec fascination, commentant le caractère unique de sa capacité. Le golem commence à se régénérer, mais maintenant, il se transforme en une forme plus monstrueuse et grotesque. Floria sourit, déclarant que c'est le test de durabilité parfait pour sa nouvelle création. Le golem transformé attaque. Le chevalier de l'ombre intercepte son coup tandis que Root se ferait un chemin en avançant grâce à ses compétences d'ombre. Il atteint finalement la femme inconsciente à l'intérieur du noyau du golem. Root appelle Lilian, criant que c'est son tour et lui ordonnant de détruire le golem. Mais Lilian se fige, accablée par des années de doute. Elle hurle qu'elle ne peut pas, que c'est impossible. Alors que Root protège la femme inconsciente, il appelle à nouveau Lilian, exhortant celle-ci à se souvenir de la sensation de magie qui traversait son corps. De loin, Floria se moque d'elle. Elle lui dit avec mépris que des ordures comme Lilian sont inutiles. Root crie une fois de plus, rappelant à Lilian qu'elle a la magie d'un archimage qui coule dans ses veines. Lilian tremble et se murmure « Je peux le faire ». Floria lui aboie dessus pour qu'elle reste assise et se comporte comme la poubelle qu'elle est. Mais les mots de Root, « Tu n'es pas une ordure », résonnent dans l'esprit de Lilian, brisant les chaînes du doute qu'il avait entravées pendant des années. Avec un cri de défi, Lilian hurle « Je ne suis pas une ordure », tandis que des flammes jaillissent de son corps dans une vague d'énergie magique écrasante. Elle commence à chanter le puissant sort que Root lui a enseigné autrefois. Root l'encourage, affirmant qu'elle est déjà une archimage. Floria reste figée, abasourdie par la force pure de la magie qui émane de sa sœur. Lilian termine l'incantation et ordonne aux flammes de tout consumeur et de tout réduire en cendres. Elle déclenche une attaque de souffle de flammes, engloutissant le golem dans une explosion massive. Après le sort, Lilian se tient haletante, épuisée, et déclare férocement qu'elle ne laissera plus jamais personne la traiter d'ordure. Alors que la fumée se dissipe, Floria émerge, enragée par la destruction de son précieux golem. Elle regarde Lilian avec incrédulité et exige de savoir ce qui vient de se passer. Root explique calmement que ce dont elle a été témoin était le véritable pouvoir de Lilian. Il ajoute que son corps avait probablement inconsciemment réprimé son immense potentiel magique pour éviter de perdre le contrôle, c'est pourquoi elle avait toujours semblé faible. Floria rejette furieusement l'explication et crie à Root de se taire. Dans une rage hystérique, elle insiste sur le fait que si elle, la sœur aînée, dit que Lilian est une ordure, alors elle l'est. Lilian est visiblement blessée mais ne recule pas. Elle affronte finalement sa sœur, la suppliant d'arrêter et déclarant qu'elle n'est plus sa poupée. Elle dit à Floria qu'elle est ici de sa propre volonté, et si Floria se met en travers de son chemin, elle n'hésitera pas à la combattre, même si elles sont sœurs. Après cette confrontation, Floria se tait. Elle se détourne sans un mot. Floria s'excuse, prétextant avoir été trop loin. Elle ajoute qu'en tant que sœur aînée, elle devrait se réjouir de la croissance de Lilian.
S'approchant d'elle doucement, elle lui dit qu'elle est contente d'avoir grandi. Lilian est ému et murmure doucement le nom de sa sœur. Mais l'instant d'après, l'intention meurtrière refait surface dans le regard de Floria. Elle se jette sur Lilian en criant qu'elle va la déchiqueter et la transformer de ses propres mains en un golem redoutable. Ruth intervient rapidement et bloque son attaque. Il dit à Lilian qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent éliminer Floria. Lilian, bien que réticente, accepte fermement. Floria se moque de l'idée même qu'ils puissent la vaincre, les accusant de penser ainsi simplement parce qu'ils ont réussi à vaincre un simple golem. Elle se précipite sur eux et lance une attaque sur Ruth, mais ils l'esquivent sans effort. Au signal de Ruth, lui et Lilian lancent une contre-attaque coordonnée. Lilian lance une énorme boule de feu qui engloutit complètement Floria. Excité, Lilian crie, pensant qu'ils ont gagné, mais Floria sort des flammes indemnes et lui demande sarcastiquement si elle pensait vraiment qu'une telle attaque pouvait lui faire du mal. Lilian est frustré, mais Ruth lui dit calmement qu'il ne s'attendait pas à ce que la boule de feu réussisse, ce n'était qu'une distraction. Soudain, le chevalier de l'ombre apparaît derrière Floria et la frappe d'un coup puissant. Floria gémit d'agacement, se plaignant que les attaques sournoises sont indignes d'un chevalier. Le chevalier de l'ombre se dissout ensuite en une masse d'ombre sombre qui s'enroule étroitement autour de Floria, la liant complètement. Alors que Floria se débat, elle réalise l'amère vérité, tout cela n'était qu'un stratagème, ils se sont échappés. Dans un accès de rage, le corps de Floria commence à se transformer. Elle mute, se dote de bras et de jambes monstrueux, et hurle de fureur, exigeant qu'ils se montrent pour pouvoir les déchirer. Non loin de là, Ruth, Lilian et la femme qu'ils ont secourue se cachent. La femme craint d'être découverte, mais Ruth la rassure en lui disant que cela prendra du temps. Pendant ce temps, Floria, partiellement transformée, se tient sur un toit voisin, à la recherche de quelque chose. Elle suppose qu'ils ne sont pas allés bien loin. Puis, elle les repère. Avec un ricanement amer, elle commente le mauvais goût de Lilian en matière d'homme, qualifiant les tactiques de Ruth de lâches et honteuses. D'un ton glaçant, elle annonce son prochain plan, elle crèvera les yeux de Lilian pour qu'elle ne voie plus, et lui tranchera la gorge pour qu'elle ne puisse plus répondre. Floria déclare que les golems n'ont pas besoin de volonté propre et que Lilian aurait dû rester sa poupée obéissante. Mais avant que Floria ne puisse agir, une soudaine volée de flèches magiques transperce son corps, la faisant tomber au sol. Ruth et Lilian se tournent pour voir la source de l'attaque, ce sont les chevaliers de la capitale royale. Ruth les reconnaît immédiatement. Le chevalier commandant confirme que l'emplacement de la sorcière forgeuse d'âme a été vérifié. Floria se lève lentement, retirant une flèche de son corps. Elle grogne, exigeant de savoir qui sont les agresseurs. Une chevalière blonde donne l'ordre, tous les archers doivent tirer en utilisant le sort de l'empereur de la flamme. Les archers lancent une autre volée puissante, une pluie de flèches enflammées qui frappe directement Floria. Immédiatement après, le chevalier commandant charge sur elle, activant le sort de l'empereur du tonnerre. Floria crache des jurons, le qualifiant d'humain pathétique et dénonçant ses tactiques sournoises. Mais tout se déroule exactement comme Ruth l'avait prévu. Ses talents de guide lui avaient permis de prévoir l'arrivée prochaine des chevaliers de la capitale royale pour secourir Alsa, la femme piégée qu'ils avaient sauvée. Cette compétence avait guidé Ruth pour créer cette même opportunité, un moment de distraction et de retraite, et avait prédit que Floria grimperait jusqu'à un point d'observation élevé pour les rechercher, s'exposant ainsi aux chevaliers entrants. Avec Floria entièrement révélée, le chevalier commandant se rapprochait, d'un seul coup, la coupe en deux, mettant fin à la bataille. Floria, irritée, utilise ses tentacules pour attaquer le chevalier commandant, mais avant qu'elle puisse le toucher, elle est éliminée par une puissante attaque de glace qui la brise complètement. Après sa mort, la chevalier qui a lancé la flèche de glace réalise que le corps qu'elle a détruit n'était pas celui de la sorcière forgeuse d'âme et traite Floria de monstre. Le chevalier commandant confirme ses soupçons, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un golem. Cela inquiète la chevalière, qui se demande pourquoi la sorcière attaque les habitants des villages. La chevalière blonde l'informe que de nombreux rapports font état de dégâts causés par la sorcière de la tempête et la sorcière forgeuse d'âme dans les villes voisines. La chevalière trouve cela étrange. Le commandant souligne que même si les sorcières de l'Arbre-Monde sont colériques, elles n'attaquent généralement pas tant que personne ne s'approche de l'Arbre-Monde. La chevalière ajoute que l'Arbre-Monde recèle des ressources précieuses et utiles aux humains, ce qui attire les aventuriers, notamment des herbes médicinales capables de guérir toutes les maladies. Mais l'arbre est étroitement protégé par les sorcières, et tout aventurier qui tentait de s'y introduire par le passé a connu une fin tragique.
Le commandant conclut son discours en citant le proverbe local qui résume la situation, « Observe l'arbre du monde de loin. La peur dort tant qu'on ne s'approche pas trop. » Alors qu'il se cache, Lilian dit à Ruth que les enseignements de sa mère leur ont toujours interdit de descendre dans les villages. Elle se demande avec confusion ce qui a bien pu se passer dans l'arbre du monde pour que sa sœur Floria agisse de la sorte. Pendant ce temps, les chevaliers de la capitale royale discutent de la situation. Le commandant mentionne qu'ils ont perdu contact avec leur collègue Alsa, parti enquêter récemment, et qu'ils pensent qu'il est tombé entre les mains de la sorcière. La chevalière blonde décide qu'ils ne peuvent plus se permettre de victimes et déclare qu'ils vont soumettre la sorcière de l'Arbre-Monde. Ruth les interrompt, leur demande s'ils recherchent un certain Alsa et leur présente la personne qui l'a sauvée. La chevalière utilise la magie de guérison sur Alsa. La chevalière se réveille et remercie la chevalière de son aide. À son réveil, Alsa lui demande ce qui s'est passé. Cette dernière désigne simplement Ruth et Lilian, expliquant que c'est elles qui lui ont raconté l'histoire. Lorsque son regard croisa celui de Ruth et Lilian, de vagues souvenirs lui revinrent à l'esprit. Puis elle se releva et se présenta officiellement sous le nom d'Alsa. Ruth et Lilian la remercièrent à nouveau de l'avoir sauvée et se présentèrent à lui. La chevalier lui raconta ce que les sorcières avaient fait pendant sa captivité. La scène se déplace dans le passé où les deux sœurs se tiennent devant un golem portant la chevalière Al. Elvive demande à sa sœur qui est la fille et Floria répond qu'elle l'a trouvée dans un village voisin. Alvivra reconnaît son armure et réalise qu'elle appartient à une équipe d'enquêteurs des chevaliers royaux de la capitale. Elva se moque de Floria pour son ignorance en dehors de la création de golems. Elvira explique que les chevaliers royaux de la capitale sont un symbole de fierté humaine et que la présence de ce chevalier ici signifie que les humains préparent une attaque. Floria est surprise, mais Elvra semble ravie de l'idée et jure de transformer chacun d'eux en poupée. Elvra l'avertit de ne pas sous-estimer les chevaliers, mais Elvira remarque que leur mère, Verdana, souffre. Elvira s'approche de l'Arbre-Monde où leur mère apparaît fusionnée avec le tronc, incapable de parler distinctement. Elvira se moque d'elle et réalise que leur mère a déjà atteint ses limites. Floria remarque que, bien que l'Arbre-Monde paraisse normal de l'extérieur, il a commencé à pourrir de l'intérieur. Elvra suggère froidement d'abandonner l'arbre mourant et de s'installer dans la capitale royale. Floria lui rappelle la promesse qu'elles ont faite à leur mère, mais Elvira ricane. Cette promesse est révélée dans un dernier souvenir du passé, où Verdana avait ordonné à ses filles, ne quittez pas l'Arbre-Monde, et attaquer les humains crée des conflits. Ce conflit deviendra un jour une grande étincelle qui brûlera nos racines. Le souvenir se poursuit tandis que Floria rappelle ce vœu à sa sœur Alvra. Elle explique que leur devoir est de veiller constamment sur l'Arbre-Monde enraciné dans cette terre, et qu'elles ne peuvent pas simplement partir. Elvira exprime son ennui face à une telle vie. De colère, Floria frappe l'Arbre-Monde. Floria insiste sur le fait que leur mission, en tant que gardienne de l'Arbre-Monde, est d'éviter les conflits inutiles, mais ajoute que cela ne s'appliquait que lorsque l'arbre était vivant et en bonne santé, ce qui signifie que la situation a désormais changé. Avec une expression tordue, Floria propose un plan terrifiant, massacrer tous les habitants de la capitale royale et faire de la ville leur nouveau sanctuaire. Alvara esquisse un léger sourire et acquiesce, félicitant sa sœur. Pendant ce temps, Alsa, la chevalière captive, entend tout depuis l'intérieur du golem. Elle comprend qu'elle doit prévenir les autres de leur plan, mais elle se retrouve incapable de bouger. Elvara remarque qu'avec l'arrivée d'une équipe d'enquête, les chevaliers de la capitale royale attaqueront probablement. Ils décident donc de commencer par les éliminer. Floria ajoute qu'elle aura besoin d'encore plus de golems, ce qui implique de récolter davantage d'humains dotés de pouvoirs magiques. Alors qu'ils commencent leurs préparatifs, Floria se souvient d'un point important, ils doivent d'abord se débarrasser de ce garçon. Le souvenir prend fin et Alsa termine son récit. Tout le monde est stupéfait d'apprendre le plan des sorcières de massacrer les habitants de la capitale et la mort imminente de l'Arbre-Monde. La chevalier blonde déclare que le temps presse et décide de frapper par surprise avant que les sorcières ne puissent se préparer pleinement. Ruth voit là une opportunité, surtout si les forces de Verdana déclinent. Il s'avance et demande aux chevaliers de les laisser, lui et Lilian, se joindre à la mission, promettant leur aide. Après un bref regard à Alsa, la chevalière blonde accepte et leur souhaite la bienvenue à bord. Ruth et Lilian se tournent vers l'Arbre-Monde, et Ruth craint que si l'arbre meurt, il ne puisse sauver Rona. Mais il maintient sa résolution, persuadé qu'il existe encore une issue et que le chemin du succès est là.